TD 14, réaction de précipitation, correction de l'exercice numéro 4. Alors, dans l'exercice numéro 4, exercice de dosage, on vous donne une courbe qui représente l'évolution du pH de la solution en fonction du volume versé en millilitres. On vous dit qu'on dose un volume de 50 millilitres d'un mélange d'une solution d'acide chlorhydrique et d'une solution de nitrate de zinc. Et on fait le dosage donc par une solution de soude. Le dosage est effectué à température ambiante et on vous donne une valeur d'une constante de complexation β4. Première question, quelles sont les réactions associées aux portions AB et BC? Qu'observe-t-on après le point C et pourquoi n'y a-t-il pas de troisième saut de pH? Donc on va procéder par analogie avec le cours. On voit une courbe assez classique de réaction de précipitation, de dosage à l'aide d'une réaction de précipitation. Et on peut déjà observer qu'au point B, on a un point anguleux qui correspond à l'apparition ou disparition d'un solide. Ici étant le premier, ce sera l'apparition du précipité que l'on va obtenir. Donc les réactions associées aux portions AB et BC dans un premier temps, on vous dit qu'on a de l'acide chlorhydrique, la portion AB, comme dans le cours, c'est l'apparition du précipité. On est avant l'apparition du précipité, pardon, la réaction c'est acide fort, base forte. L'acide chlorhydrique est un acide fort, donc vous n'écrivez pas HCl, on écrit juste H+, donc H3O+, c'est mieux, qui est dosé par HO-, et on obtient donc 2H2O, la réaction inverse de l'autoprotolyse de l'eau, qui est sur la courbe AB. On reconnaît bien d'ailleurs ici une courbe correspondant à un dosage classique acide fort, base forte. Ensuite, la portion BC, on est après le point anguleux. On a apparition du précipité. Donc à partir du point B, le précipité commence à apparaître. Quel est ce précipité? C'est ZnOH2. Un précipité, c'est non chargé. On met donc deux ions hydroxyde HO- avec l'ion Zn2+. On a du nitrate de zinc 2 qui donne donc des ions Zn2+ en solution. Et donc avec deux ions hydroxyde, on obtient le précipité qui va commencer à se former à partir du point B jusqu'au point C. Après le point C, on ne forme plus de précipité. On est à une équivalence ici, c'est-à-dire que là, on a commencé à faire la réaction Zn2+ plus 2HO-, et au bout d'un moment, Zn2+ a été entièrement consommé par les ions HO- que l'on a versés. Donc on a formé ce solide. Ici, on arrête de former ce solide et une autre réaction prend la relève, c'est ce solide-là qui va réagir encore avec des ions hydroxydes pour former le complexe qu'on vous suggère dans l'énoncé en vous donnant la constante de formation β4, donc le complexe ZnOH4 2-. Pourquoi n'y a-t-il pas de saut de pH? Vous pouvez remarquer qu'on commence à être à des pH assez élevés, pH égal à 12, et sans doute que la réaction n'est pas totale. C'est pourquoi on n'aura pas de dernier saut de pH. Vous pouvez remarquer qu'on n'a pas de deuxième point anguleux. Donc on en a un premier ici qui veut dire apparition du précipité. On n'a pas d'autre point anguleux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une disparition du précipité. Pas disparition du précipité, donc cette espèce sera encore présente à la fin, au niveau du point D. Elle commence à se faire consommer donc la courbe C vers D, mais elle ne disparaît pas entièrement, ce qui prouve encore une fois que la réaction n'est pas totale. Deuxième question, déterminer C1, la concentration d'acide chlorhydrique, C2, la concentration en ion Zn2+, et Ks, la constante de solubilité du précipité blanc ZnOH2 qui se forme pendant le dosage. Dans un premier temps, détermination de C1, la concentration en acide chlorhydrique. On a dit tout à l'heure, l'acide chlorhydrique, ici représenté par H3O+, est dosé lors de cette première portion de courbe jusqu'au premier volume équivalent de 5 ml. Il y a donc cette équation de dosage et on s'en sert pour écrire la relation qui est ici, la concentration en acide chlorhydrique présent initialement dans le bécher fois le volume donc de la solution d'acide chlorhydrique présent dans le bécher qui est égal à la concentration en soude dans la burette multipliée par le volume équivalent de 5 ml ici. Et on obtient donc cette concentration pour l'acide chlorhydrique 1,0 10 puissance moins 2 mol par litre. Ensuite, la détermination de C2, c'est la concentration en ion zinc. On raisonne cette fois-ci sur la deuxième équivalence, qui est ici, là, qui se situe donc à un volume versé de 15 ml. Alors attention, cette équation fait apparaître des coefficients stoichiométriques. Ici, on a 1 pour l'ion Zn2+, mais un 2 pour l'ion HO-. Donc on pense bien qu'à l'équivalence, donc à ce 15 ml, on va pouvoir écrire ceci, que la quantité de matière initiale en ion Zn2+, est égale à la quantité de matière en ion versé HO- divisé par 2. On divise par le coefficient stoichiométrique. On obtient cette relation, donc C2 étant la concentration en ion Zn2+, V0 toujours le volume initial. Et attention, on fait bien attention, encore une fois, à ceci, deux choses. Donc là, on a bien Vec2 moins Vec1. Tous les ions HO- versés de 0 à 5 ml ont été utilisés pour la première réaction, celle qu'on a vue pour C1.
Donc c'est uniquement ceux qui vont être versés entre 5 et 15 millilitres qui interviennent dans cette réaction écrite en bleu. Donc Zn2+, plus 2H- égale Zn-OH2. Uniquement là-dedans. Et donc ce sera donc le volume équivalent numéro 2 moins le volume équivalent numéro 1 que l'on va prendre ici. On divise bien par le coefficient stoichiométrique et l'on obtient comme concentration C2 1,010 puissance moins 2 mol par litre également. Donc on ne retient pas de formule par cœur ici avec les C1, V, V0, VEC, ainsi de suite, hein. Pareil, on essaye de raisonner à chaque fois. Vous avez une égalité de quantité de matière via des coefficients stoichiométriques, on essaye de pas les oublier. Donc on fait bien au cas par cas. On avait C1 V0 égale C fois VEC 1. Ici on a C2 fois V0 qui vaut C, l'écart entre les volumes équivalents, divisé par 2. On ne retient pas de formule par cœur CAVA, CBVB, ainsi de suite. On s'adapte à chaque cas. Et enfin, dernièrement, la détermination du produit de solubilité de ZnOH2. Donc, par définition, la constante Ks, c'est la concentration en ion Zn2+, multipliée par la concentration en ion H- au carré. On n'oublie encore pas le coefficient stoichiométrique ici. La concentration en H-, elle peut être obtenue très facilement à l'aide de ce graphique. Ici, on a le pH qui va donc vous donner la concentration en H3O+, et la concentration en H3O+, vous permet de déterminer la concentration en H-. Donc on peut le déterminer très facilement. Ks, c'est ce que l'on cherche, donc ça on peut le trouver facilement. Donc si on arrive à trouver Zn2+, assez facilement, cette concentration, eh ben, on aura la constante Ks. Donc il faut qu'on détermine la concentration en ion Zn2+, à un certain moment du dosage. Alors a priori, à la demi-équivalence, on a la quantité de matière initiale en ion Zn2+, qui a été divisée par 2. Problème ici, on ne peut pas négliger la dilution. On a des volumes versés ici jusqu'à 15 millilitres. Au total, on en avait 50. 15 millilitres sur 50 millilitres, c'est non négligeable. Donc ici, raisonner en quantité de matière va être plus intéressant que en concentration. On ne va pas avoir la concentration ici qui va être la demi-équivalence qui sera divisée par 2 par rapport à l'instant initial. Ce sera juste la quantité de matière qui sera divisée par 2. On utilise cela. Donc on y va petit à petit, on raisonne en quantité de matière vu qu'il y a une dilution qui est non négligeable. La quantité de matière initiale en ion zinc, N2Zn2+, c'est donc C2 fois V0. On détermine 5,0 fois 10 puissance moins 4 mol. On peut déterminer cela grâce à la concentration C2 qu'on vient de déterminer. La quantité de matière en ion zinc à la demi-équivalence. On a dit que ce sera donc la quantité de matière initiale divisée par 2. Donc 2,5 fois 10 puissance moins 4 mol. Et donc la concentration en ion zinc à la demi-équivalence, à savoir un volume de 10 ml ici, ça va être donc la quantité de matière divisée par le volume total. La quantité de matière, on a dit 2,5 10 puissance moins 4 mol. Le volume total, on a bien 50 plus 10. Ici, on part. On arrive ici. Si vous prenez la moitié, on est bien ici, d'où le volume de 10 millilitres. On obtient donc cette concentration, 4,2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. De plus, à la demi-équivalence, donc à un volume toujours d'environ 10 millilitres, on a le pH environ égal à 8. Alors c'est un légèrement inférieur, mais graphiquement c'est difficile d'être plus précis. On va prendre un pH de 8. Donc la concentration en H3O+ est de l'ordre de 10 puissance moins 8 mol par litre, et donc la concentration en H- est de l'ordre de 10 puissance moins 6 mol par litre. On a donc à ce point-là, et uniquement à ce point-là, donc à un volume de 10 millilitres, la concentration en Zn2+, et la concentration en H-. Si on connaît la concentration en Zn2+, et la concentration en H-, on peut définir donc la constante de solubilité, et par le calcul, on trouve ici 4,2 fois 10 puissance moins 15 comme constante de solubilité. En utilisant donc bien la concentration ici en Zn2+, la concentration en H-, et en passant au carré. Un point important qu'on vient de voir ici, c'est la concentration en ion Zn2+, que l'on cherche à un point particulier, et souvent la demi-équivalence, c'est intéressant. Par contre, réfléchissez bien, si on ne peut pas négliger la dilution, vous ne pouvez pas dire que la concentration est la concentration initiale divisée par 2. Si on peut raisonner uniquement en quantité de matière. La quantité de matière est égale à la quantité de matière initiale divisée par 2. Si on peut négliger la concentration, si ici on avait 5 litres et qu'on rajoute 15 millilitres, bien sûr, les 15 millilitres devant les 5 litres, c'est plus que négligeable. Donc on peut dire la concentration à la demi-équivalence, c'est la concentration initiale divisée par 2. Mais ici, on ne peut pas négliger la dilution, et donc il faut raisonner en quantité de matière. C'est un schéma de pensée assez classique que vous devez avoir en dosage. Si on peut négliger la dilution, on peut travailler en concentration très facilement. Si on ne peut pas négliger la dilution, vous pouvez aussi travailler en concentration, mais les expressions vont être plus compliquées. Moi, je vous conseille d'utiliser les quantités de matière. Donc là, on est passé intermédiairement.
très doucement. D'abord, on calcule les quantités de matière en mol et ensuite on revient à la concentration avec le volume total. On y va petit à petit, comme ça on est sûr de pas se tromper. Enfin, on peut vérifier ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que la dernière réaction, la portion de CAD, cette réaction n'était pas totale. Et ben, on va le vérifier. La dernière réaction, donc, c'est ZnOH2 plus 2HO- qui donne ZnOH4 deux fois. Donc, si on calcule la constante associée à cette réaction, je vous laisse le faire. Vous allez avoir donc cette concentration divisée par cette concentration au carré. Et en multipliant en haut et en bas par Zn de plus et en haut et en bas donc par la concentration H- au carré, on obtient que la constante associée à cette réaction, c'est bêta 4 fois Ks. On vous donne le bêta 4 qui est de 15,5. On vous donne la constante Ks, enfin vous venez de le calculer de 4,2 10 puissance moins 15, on est de l'ordre de l'unité. On a bien une réaction qui est non totale puisque le K0 est bien inférieur à 10 puissance 4. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez tout compris à la correction de cet exercice 4 et je vous encourage à faire les autres exercices du TD. Bon courage pour la suite.